cette série d'exercices contient 6 exercices. Commençons par le premier exercice. Un randonneur commence un voyage en marchant d'abord 25 km au sud-est, dans la direction sud-est, de sa voiture. Donc l'origine c'est la voiture. Il s'arrête et installa sa tente. Donc il parcourt 25 km sud-est, puis il s'arrête et installa sa tente pour la nuit. Le deuxième jour, il parcourt 40 km dans une direction de 60 degrés au nord de l'est. Donc, on prend comme origine l'est, donc 60 degrés vers le nord. Point auquel il découvre la tour d'un garde forestier. Première question, déterminer les composantes de déplacement de randonneur pour chaque jour. Donc, dans le premier et le deuxième jour. Détermine le composant de déplacement R résultant de randonneur pour le voyage. Donc pour tout le voyage des deux jours. Donnez l'expression de R en termes de vecteur unitaire. Troisième question. Après avoir atteint la tour, le randonneur souhaite regagner sa voiture par une seule ligne droite. Donc il va revenir de la tour de garde forestier vers la voiture. Quelles sont les composantes de vecteurs représentant cette randonnée? Quelle devrait être la direction de randonnée? Donc cet exercice, c'est un calcul vectoriel. Donc on commence par dessiner ce voyage-là. Donc notre origine, c'est la voiture. Donc on prend comme axe des X, c'est l'axe ouest-est, dans la direction de l'est. Et l'axe des Y, c'est le sud vers le nord. Donc le premier jour, c'est 25 km sud-est. Donc sud-est, voilà le sud, voilà l'est. Donc c'est 45 degrés avec l'est et 45 degrés avec le sud. Donc il parcourt 25 km pour installer sa tente. Donc voilà la tente. Le deuxième jour, c'est 60 degrés au nord de l'est. Voilà notre origine, c'est l'est. 60 degrés vers le nord. Donc 62 degrés vers le nord, il parcourt 40 km pour trouver la tour. Donc la question 1, déterminer les composants de déplacement de randonneur pour chaque jour. Le premier jour, on prend le premier jour, il est désigné par le vecteur A, et le deuxième jour, il est désigné par le vecteur B. Donc on va déterminer les composantes de A et de B. Donc on va faire la projection sur l'axe des X. Donc pour A, on trouve deux composantes AX et AY. Donc la composante AX sera positive suivant l'axe des X, et AY sera négative puisqu'il est dans le sens sud. Le sens sud, il est négatif. Dans ce cas-là, le sens positif, c'est le sens vers le nord. Donc c'est 25 cosinus 45 degrés. Donc puisque dans ce cas-là, cet angle il est négatif, on prend comme origine l'axe des X. Donc cet angle-là sera moins 45 degrés. Donc c'est 25 fois cosinus de moins 45 degrés. On aura AX est égal à 17,7 km. Alors pour le cas de la composante suivante AY, c'est A, c'est 25, sinus moins 45. Donc on aura c'est 25, sinus moins 45, c'est moins 17,7 km. Donc ce sont les composantes de A. Donc le premier jour. Pour le deuxième jour, donc il a parcouru 40 km, c'est B, avec un angle de 60 degrés vers le nord.
Donc, toutes les composantes seront positives suivant x et y. Donc, la composante suivant x, donc on va faire la projection sur l'axe des x. Donc, c'est l'angle entre l'axe des x et B, c'est 60 degrés. Donc, c'est B fois cosinus 60 degrés. Donc, c'est 40 cosinus 60, c'est 20 km. Pour le cas de y, c'est le sinus. Donc, c'est B fois le sinus de 60. Donc, c'est 34,7 km. Voilà les composantes du deuxième jour. La deuxième question, déterminer les composantes de déplacement R résultant de randonneur pour le voyage. Donc, le voyage total, donc dans les 2 journées, A plus B. Donc, pour Rx, c'est la somme de AX, BX, et RY, c'est la somme AY, BY. Donc, pour Rx, la composante suivante X, elle doit être positive, donc elle est dans ce sens-là. Et de même, la composante suivante Y, elle doit être de même positive. Donc, si on fait la somme AX, c'est 17,7, BX, c'est 20, donc c'est 37,7. AY plus BY, on a déjà AY, elle est négative, et BY positive, on trouve que RY, c'est 17 km. Donc, le déplacement total en termes de vecteur unitaire, donc c'est cette composante 37,7 km suivant X, porté par le vecteur unitaire EX, plus 17 porté par le vecteur unitaire EY, avec R, c'est en kilomètres. La question suivante, après avoir atteint la tour, le randonneur souhaite gagner sa voiture par une seule ligne droite. Quelles sont les composantes de vecteur représentant cette randonnée? Quelle devrait être la direction de la randonnée? Donc, elle souhaite aller directement vers la voiture. Donc, elle va prendre cette route. Donc, C moins R. Elle trouve la route. Elle va prendre la route moins R. Donc, le vecteur désiré, c'est R voiture qui sera égal à moins R. Donc, c'est moins ce vecteur-là. Donc, la direction sera donnée par la tangente θ. Dans l'angle θ, c'est cet angle-là. Donc, notre angle, c'est celui-là. Donc, on a moins R. Donc, c'est R voiture. Donc, l'angle θ, c'est celui-là. Voilà l'angle θ, l'angle désiré qu'on va déterminer. Donc, on a tangente θ, c'est R voiture Y sur R voiture, c'est la composante Y sur la composante suivant X. Donc, notre vecteur, c'est celui-là. R voiture, c'est moins R, est égal à moins R. Donc, R, Y, c'est moins 17. C'est là, cette composante. Et RX, c'est cette composante. Donc, on aura, c'est 0,45. Donc, la tangente, c'est arc tangente de cette quantité-là, c'est de 104 degrés à partir de l'origine qui est X, des X. Ou cet angle-là. Celui-là, c'est 24,2 vers l'ouest. Donc, soit si on prend l'origine des X, c'est de 104,2. Si on prend comme origine l'ouest, c'est 24,2 sud de l'ouest. Donc, à partir de l'ouest vers le sud. Donc, on passe à l'exercice 2, soit un repère R d'origine O avec une base EX, EY, EZ et R' de même origine avec la base Euro, EFI, Z. Donc là, la première base
c'est un repère cartésien. Et la deuxième, c'est une base cylindrique. Euro, E, et Z, considérons un point matériel M de coordonnées cartésiennes X, Y, Z, et cylindrique ρ, phi, Z. Donc, faire une représentation du vecteur des deux bases associées à R, R' et de coordonnées de M. Deuxième question, donner les expressions de vecteurs position OM et déplacement élémentaire des deux OM dans les deux repères, on déduire la surface et le volume du cylindre d'axe OZ, de hauteur H et de rayon R. Donc la représentation est celle-là. Donc on a le repère cartésien ayant les vecteurs unitaires EX, EY, EZ. C'est on dessine un petit cylindre ayant sa périphérie le point ou le mobile M. Donc ce mobile est repéré par Euro, Phi, EZ, la base cylindrique, ayant la distance de l'origine à la projection de M sur X, O, Y, 0, et la distance de la projection jusqu'à M, de M à sa projection, c'est ce qu'on appelle Z, la cote Z. Donc dans le repère cartésien, on a OM est le repéré par X suivant EX, Y suivant Y et Z suivant EZ. Donc on aura X, EX plus Y, EY plus Z, EZ. Donc cette distance-là. Donc si on fait la projection sur les trois axes, donc la projection sur Z c'est Z, la projection sur X, OX c'est X et sur OY c'est Y. Donc directement si on fait la dérivée, donc la X il est dérivable, EX il est fixe, et EY, EZ, donc sont des vecteurs qui sont fixes, donc leur dérivée est égale à 0. Donc les seules composantes qui sont dérivables, c'est X, Y et Z. On aura d de OM est égal à d de X, EX plus DY, EY plus DZ, EZ. Dans le cas de la base cylindrique, on a OM est égal à cette quantité portée par Euro, donc c'est ρ Euro, plus Z porté par EZ. D de OM, donc si on dérive c'est le vecteur position. Donc on a le vecteur unitaire Euro, il est mobile dans la base cartésienne, donc il est de même dérivable. Alors EZ de même il est fixe, donc il n'est pas dérivable. Donc les composantes qui sont dérivables c'est ρ, Euro et Z. Donc si on dérive, on aura c'est le produit de deux composantes de fonctions qui sont dérivables. Donc on aura d de ρ porté par Euro plus ρ fois la dérivée de Euro. Donc la dérivée de Euro, puisque le mobile fait rotation de d de phi par rapport à EZ, donc c'est d de phi EZ. Donc on va faire cette dérivée là, c'est la dérivée de cette composante, de ce vecteur unitaire Euro, c'est d de phi, puisqu'il fait une rotation de d de phi par rapport à EZ, donc EZ, vectoriel Euro, ce vecteur là qu'on veut dériver. Donc c'est d de phi, donc ce repère là, repère cylindrique, fait une rotation de d de phi par rapport à EZ. Donc la base cylindrique, il a une rotation de d de phi par rapport à EZ. Donc lorsqu'on dérive ce vecteur unitaire Euro, donc on aura d de phi porté par EZ, c'est l'axe vectoriel Euro. C'est le produit vectoriel de EZ Euro, celui-là Euro, sera égal, donc EZ Euro. On a cette base, elle est directe, Euro, E fait EZ. Le produit vectoriel de EZ Euro va donner E phi. Donc on aura directement d de phi porté par E phi. Voilà le produit
le résultat de ce produit vectoriel. Donc la dérivée de ρ d de euro, c'est ρ phi d de e phi. Donc pour la composante suivante z, donc z est dérivable et ez elle est constante, donc on aura d de z porté par ez. Pour la troisième ou la troisième question plutôt, on déduire la surface et le volume. Donc on va commencer par la surface. Donc la surface, dans ce cas-là, il y a deux surfaces, la surface de la base et la surface latérale. Si on veut calculer la surface de la base, on va prendre les variables de la base. Donc dans ce cas-là, il y a les variables qui sont dans la base du cylindre, c'est ρ et phi. Donc on va prendre ces deux composantes, d ρ, d2 de phi dans le déplacement élémentaire. Donc la surface est égale à l'intégrale double de d ρ d de phi. Donc c'est ρ d de phi avec ρ et les variables entre 0 et le rayon du cylindre R, et phi elle va de 0 jusqu'à 2π, jusqu'à un tour. Donc la primitive de ρ d de ρ c'est 1 demi ρ au carré entre 0 et R, et phi entre 0 et 2π, on trouve que la surface de la base c'est PR au carré. Si on veut calculer la surface latérale du cylindre, on va prendre les variables dont elle dépend. Donc on a ρ elle est fixe, est égal au rayon de cylindre, donc on aura seulement ces deux composants, c'est ρ qui est égal à R d de phi d de z. Donc c'est R d de phi d de z, si on intègre phi c'est entre 0 et 2π, z c'est entre 0 et h. Donc on aura R fois 2π fois z, donc c'est 2π fois le rayon fois z. Donc c'est la périphérie de la base fois la hauteur, donc c'est la surface latérale de cylindre. Pour le cas de volume, ces trois composantes elles sont variables, donc c'est ρ, phi et z, tous sont variables. Donc c'est d de ρ fois ρ d de phi fois d de z. Donc on aura ρ d de ρ d de phi d de z avec ρ entre 0 et R, phi entre 0 et 2π, et z entre 0 et h. On aura finalement PR carré fois h. Donc c'est la surface de la base. Par définition, c'est la surface de la base fois la hauteur du cylindre. Question 4. Détermine les expressions de x, y et z en fonction de ρ, phi et z. Donc on a à partir directement de vecteur position qui est exprimé dans la base cylindrique, OM est égal à ρ euro plus z ez, on va faire la projection de euro. Si on projette euro sur EX, EY, on a phi et l'angle entre EX et euro. Donc on aura un cosinus porté par EX et un sinus porté par EY. Donc c'est ρ cosinus phi EX plus ρ sinus phi EY, et Z reste inchangé. Donc on aura X est égal à ρ cosinus et Y est égal à ρ sinus. Donc à partir de l'expression de vecteur position dans la base cartésienne, on a OM est égal à X EX plus Y EY plus Z EZ. Donc on aura X est égal à ρ cosinus phi plus et Y est égal à ρ sinus phi, et Z reste invariable. Détermine les expressions de ρ, phi et Z en fonction de X, Y et Z. Donc à partir des expressions de X, on a X est égal à ρ cosinus et Y est égal à ρ sinus. Donc il y a un sinus et le cosinus de même angle. Si on élève au carré les deux, donc on aura X carré plus Y carré est égal à ρ au carré. Donc on détermine directement que ρ est égal à la racine carrée de X carré plus Y au carré. Et de même, si on divise Y sur X, on aura sinus sur cosinus, donc et on simplifie par le ρ.
on aura la tangente de phi qui est égale à y sur x. Donc on aura phi est égal à arc tangente de y sur x. Sixième question, détermine les expressions des dérivées de x et y en fonction de rho phi et leur dérivée par rapport au temps. Donc à partir de l'expression de x, on dérive directement. Donc on aura x point sera rho point cosinus phi plus la dérivée de cosinus fois rho. Donc la dérivée, puisque ici on a la cosinus phi, donc phi est dérivable, donc c'est la composée de deux fonctions, donc c'est la dérivée de phi fois la dérivée de cosinus phi. La dérivée de cosinus c'est moins sinus et la dérivée de phi c'est phi point. Donc c'est moins rho phi point fois sinus phi. Et de même pour le y, c'est rho point sinus phi plus la dérivée c'est phi point rho phi point fois le cosinus de phi. Et z reste inchangé. Donc z point est égal à z point dans les deux bases. Détermine les expressions des vecteurs de la base x, y, z en fonction de celle de rho phi. Donc c'est la projection de même. Donc on va projeter EX sur Euro et EPhi. Donc l'angle entre Euro et EX c'est phi. Donc ils sont dans le même sens. Donc la composante de X sur Euro sera positive, alors que la projection de EX sur EPhi sera négative. Donc ils sont dans le sens qui est opposé. Donc c'est cosinus phi Euro moins sinus phi EPhi. Alors pour le cas de EY, elle est dans le même sens des deux vecteurs unitaires EPhi. Donc l'angle entre EY et rho, c'est P sur 2 moins phi. Donc on aura cosinus de P sur 2 moins phi, donc c'est sinus phi porté par rho plus le cosinus phi porté par EPhi. Exercice 3. Un bateau traversant une large rivière se déplace à une vitesse de 10 km par heure. Donc elle va traverser cette rivière. Donc il a une vitesse de 10 km par heure par rapport à l'eau. Donc par rapport à l'eau de la rivière. Donc si l'eau de la rivière est stagnée, donc la vitesse reste la même par rapport à la terre, mais si la rivière elle a une vitesse, si l'eau de la rivière a une vitesse, donc cette vitesse elle est seulement par rapport à l'eau de la rivière. Donc l'eau de la rivière a une vitesse uniforme de 5 km par heure. Donc de même, donc l'eau de la rivière elle a une vitesse par rapport à la terre. Plein est dans le sens de vers l'est par rapport à la terre. Donc le bateau il a une vitesse dans ce sens par rapport à l'eau de la rivière, et l'eau de la rivière il a une vitesse dans ce sens là. Donc la vitesse de bateau par rapport à la rivière c'est 10 km par heure, de l'eau de la rivière par rapport à la terre c'est 5 km par heure. Question 1. Si le bateau se dirige plein nord dans ce sens-là. Donc, le sens de bateau, il est déterminé à partir de ce cap-là, il est vers le nord. Déterminer la vitesse de bateau par rapport à un observateur debout sur l'une des deux rives. Donc, on va déterminer la vitesse par rapport à un observateur qui est fixe par rapport à la Terre. Donc, on va déterminer la vitesse du bateau par rapport à la Terre. Donc, ici, on a la vitesse du bateau par rapport à la rivière. Et ici, on a la vitesse de l'eau par rapport à la Terre. Donc, on va déterminer VBT qui est la vitesse du bateau par rapport à la Terre. Donc, soit VPR la vitesse du bateau par rapport à la rivière,
et VRT, la vitesse de l'eau par rapport à la terre, de la rivière par rapport à la terre, et VPT, c'est la vitesse de bateau par rapport à la terre. Donc, c'est la vitesse totale. Donc, on a la vitesse totale ou la vitesse de bateau par rapport à la terre, c'est la somme des deux composantes, vitesse de bateau par rapport à la rivière et la vitesse de l'eau par rapport à la terre. Si on veut calculer la norme, donc on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc à partir de ce théorème-là, on a la vitesse de bateau par rapport à la terre, c'est la racine carrée de la somme des carrés des vitesses. La vitesse de bateau par rapport à la rivière et la vitesse de l'eau par rapport à la terre. Donc on trouve c'est 11,2 km par heure. Pour la direction θ, c'est arc tangente de la vitesse de l'eau par rapport à la terre sur la vitesse de bateau par rapport à la rivière. Donc on a la tangente c'est VRT sur VBR, donc arc tangente est égal θ est égal à arc tangente de VRT sur VBR. Donc c'est 26,6 degrés. Donc vers l'est. Donc c'est pour la question 2, si le bateau se déplace à la même vitesse par rapport à la rivière, il doit se déplacer plein nord, comme le montre la figure B, quelle devrait être sa direction. Donc dans ce cas-là, le bateau il est incliné. Il est incliné dans ce sens-là. On doit déterminer θ pour que la résultante de vitesse de bateau par rapport à la terre soit plein nord. Dans le premier cas, elle est dirigée plein nord, mais la résultante, elle est dans le nord-est. Alors dans ce cas-là, le bateau il est incliné vers ouest, nord-ouest, mais la résultante elle doit être dirigée plein nord. Donc dans ce cas-là, on a la vitesse totale du bateau par rapport à la terre. Donc l'hypoténuse dans ce cas-là, c'est la vitesse de bateau par rapport à la rivière. Non pas dans ce cas-là, comme dans le premier cas où c'est le bateau qui est par rapport à la terre qui est l'hypoténuse. Donc si on veut calculer celle-là, donc on aura VBR au carré sera égal à VRT au carré plus VBT au carré. Donc VBT au carré sera VBR au carré moins VRT au carré. Donc VBT sera VBR au carré, la racine carrée de VBR au carré moins VRT au carré. Donc celle de bateau par rapport à la rivière c'est 10, donc c'est 10 à la puissance de moins 5 à la puissance 2, c'est 8,66 km par heure. La direction θ, on a tangente θ sera égale à VRT sur VBT, donc θ sera l'arc tangente de VRT sur VBT. VRT c'est 5, VBT c'est 8,66, donc c'est 30 degrés. Donc il doit être incliné de 30 degrés nord-ouest pour que sa direction soit plein nord comme résultante. Donc la question 3, imaginons que les deux bateaux 1 dans le premier cas et le deuxième cas traversent la rivière en course. Donc il y a une course entre les deux bateaux. Quel bateau arrive en premier sur la rive opposée? Donc celui qui va arriver le premier, c'est celui qui aura cette composante-là plus grande. La composante qui est dirigée plein nord. Donc on va comparer entre les deux composantes, VBR dans ce cas-là et VBT dans ce cas-là. Donc les deux composantes qui sont dirigées plein nord, celui qui a la composante
plein nord plus grande arrivera le premier. Donc dans la question 1, la vitesse 10 km vise directement la rive à travers la rivière, donc c'est VBR. Dans la question 2, la vitesse qui est dirigée vers la rive à travers la rivière a une norme de 8,66. Donc VBT qui est dirigé plein nord, et dans ce cas-là VBR, donc 10 dans ce cas-là, et dans ce cas-là c'est 8,66. Par conséquent, le bateau dans la partie 1 a une composante de vitesse plus grande directement à travers la rivière et arrive en premier lieu. Donc celui-là qui a 10 arrivera avant celui qui a 8,66 km/h. Exercice 4. On considère un poids matériel M de masse 1 kg se déplaçant dans un référentiel R mené de la base EX, EY, EZ. Les coordonnées du point M dans le référentiel R sont données par X est égal à T plus 1 et Y est égal à T carré plus 1 et Z. Dans ce cas-là, c'est Z, non pas X. Donc ZT est égal à 0. Donc, il n'a pas de composante suivant Z. Question 1. Donnez l'équation de trajectoire M dans R. On déduire la nature. Donc, dans le cas de la trajectoire, on va trouver la relation entre Y et X puisque Z est égal à 0. Donc, c'est un déplacement dans le plan. Donc, on a Y est égal à T au carré plus 1. Si on remplace T qui est égal à X moins 1, X moins 1 au carré plus 1. Donc, cette équation, c'est une équation de la parabole. Donc, la trajectoire, elle est parabolique. Question 2, calcule la vitesse et l'accélération de point M. Donc, la vitesse est égale à x point porté par x plus y point porté par y. Si on considère que les déplacements suivant un plan, donc on élimine z puisqu'il est nul. Donc, on dérive x, c'est t plus 1 par rapport au temps, donc c'est 1, ça dérive ici 1, donc 1 porté par x. Y, si on la dérive, c'est t au carré plus 1, ça dérive ici par rapport au temps, c'est 2t, porté par y. Et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. On dérive cette quantité-là. Donc, suivant x, si on dérive, c'est 1 porté par x, donc c'est 0 suivant x. Et suivant y, c'est 2t, donc c'est 2t par rapport au temps, donc c'est 2, suivant EY. Donc l'accélération c'est 2 EY. Donc la question suivante, déterminer la force subie par la particule. Donc on va appliquer directement le principe fondamental de la dynamique. La somme des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération. Dans ce cas-là, la masse c'est 1 kg et l'accélération c'est 2 portée par EY. Donc la force c'est 2 portée par EY. Question 4. Déterminer la nature de la force conservative ou non conservative. Donc, dans ce cas-là, pour déterminer la nature de la force, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. On va comparer la variation de l'énergie cinétique et le travail effectué entre deux temps T1 et T2. Donc, s'ils sont égales, c'est la variation de l'énergie cinétique est égale au travail effectué à partir de entre T1 et T2 sont égales, on dit qu'il est conservative. S'ils ne sont pas égales, donc elle est non conservative. Donc pour l'énergie cinétique, à partir de sa définition, est égale à 1 demi mv carré. Donc la variation de l'énergie cinétique entre T1 et T2 est égale à 1 demi mv2 au carré moins va au carré. Donc à partir de la définition de V ou de la relation de V, on trouve que c'est 4t au carré, c'est 2t au carré 2 moins 2t1 au carré. Et le travail de même, donc à partir de la définition de la puissance, on a la puissance est égale à la dérivée de travail par rapport au temps.
Et la puissance, donc le travail sera égal à l'intégrale de la puissance dt. Et à partir de la définition de même de la puissance instantanée, qui est égale à la force scalaire, la vitesse. Donc on intègre FV dt, on trouve finalement C2 T2 au carré moins 2 T1 au carré. Donc il y a égalité entre la variation de l'énergie cinétique entre ces deux points et le travail effectué par cette force-là. Donc à partir de ce théorème-là, on trouve que cette force, elle est conservative. Exercice 5. Au tennis, un lob est rehaussé lorsque la balle passe au-dessus de l'adversaire et retombe avant la ligne de fond de court. Donc un lob, donc l'adversaire gagne un point ou 15, je ne sais pas le nombre de points qui sont gagnés. Lorsque cette balle-là, elle passe au-dessus de l'adversaire, retombe dans la cour de l'adversaire, qui est, cette cour-là, il a 12 mètres après le filet. Si on prend comme origine le filet, il a 12 mètres. Donc le joueur 1, situé à D1 2 mètres de filet, donc dans sa cour, avec la distance qui le sépare du filet, c'est 2 mètres. Ce filet-là, plutôt, il a une hauteur de 1 mètre. Elle tape la balle à une hauteur de Z0 est égale à 30 cm. Donc la hauteur où il tape la balle, c'est 30 cm. Et lui communique une vitesse V0 avec un angle alpha 60 degrés avec l'horizontale. Dans ce cas-là, c'est EX. Et la verticale, c'est OZ. On néglige les forces de frottement. Donc il n'y a pas de frottement. Bon, G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré, donc la pesanteur. Question 1. Détermine les équations horaires de centre d'inertie G de la balle dans le repère OUX EZ, représenté sur la figure. La balle frappée à la date est égale à 0. Donc, lorsque la balle est frappée, T, le temps est égal à 0. La hauteur, c'est Z0. Et X est égal à 0. Donc, on va déterminer les équations horaires. Donc, X et Z. Donc, on va appliquer directement le principe fondamental de la dynamique. Donc, la balle, la somme des forces qui sont appliquées sur la balle, c'est une seule force, c'est sa pesanteur. Donc, G est égal à moins G porté par EZ. Le temps, c'est EZ, non pas EX. Et l'expression de l'accélération, c'est x de point porté par EX plus y de point porté par EY plus z de point porté par EZ. Donc on aura à partir de cette équation-là, on trouve que x de point sera égal à 0, y de point de même est égal à 0. La seule composante non nulle, c'est z. Donc z de point est égal à moins g. Si on intègre, on aura x point qui est égal à la vitesse suivante x, Vx est égal à cette vitesse-là donnée au début. Donc, si on intègre, on aura x point égal à une constante. Cette constante, c'est la vitesse initiale donnée suivant x. Donc, c'est V0 suivant x, c'est V0 cosinus alpha. Puisque on est dans le plan XZ, donc la vitesse suivant y est supposée donc nulle, y point sera égal à 0. Si on intègre suivant z, on aura moins gt, z point moins gt
t plus une constante. Cette constante, c'est la vitesse initiale suivant z. Donc, c'est la projection de V0 sur OZ. C'est V0 sinus alpha. Donc, ils sont dans le sens positif de Z et le sens positif des X. Donc, toutes les deux sont positives. On intègre une autre fois, on aura X sera V0 fois T fois cosinus alpha plus une constante. Cette constante-là, c'est X au départ. X au départ, c'est 0. Donc, c'est plus 0. Z, de même GT, donc sa primitive c'est moins 1 demi GT au carré. La primitive de V0 sinus alpha c'est V0T sinus alpha plus Z au départ, c'est Z0 qui est égal à 30 cm. Question 2, on déduire l'équation de la trajectoire. Dans ce cas-là, on trouve la relation qui est entre Z et X. Donc, on va éliminer T entre les deux équations. Donc, dans ce cas-là, à partir de X, T est égal à X sur V0 cosinus alpha. Et on va remplacer T dans Z. Donc, c'est moins 1 demi G X carré sur V0 cosinus alpha au carré. Et de même, dans ce cas-là, on remplace T, c'est V0 fois X sur V0 cosinus alpha fois sinus alpha. On trouve finalement cette équation en fonction de Z en fonction de X qui est sous forme d'une parabole. Donc c'est Gx carré sur 2 fois cette quantité-là fois X tangente alpha plus Z 0. Question 3. La balle passe-t-il au-dessus du filet? Donc, est-ce qu'elle passe au-dessus du filet? Donc, dans ce cas-là, lorsque la balle se trouve au-dessus du filet, X est égal à cette distance qui sépare le premier joueur du filet. Donc, X sera égal à 2 mètres. Donc, l'origine de notre repère, c'est le premier joueur. Donc, X, lorsque la balle est au-dessus du filet, X est égal à 2 mètres. Donc, on va résoudre l'équation Z, cette équation-là, avec X est égal à 2 mètres. Z est égal à cette quantité-là. Donc, on trouve Z à quoi est égal. Donc, lorsqu'on remplace X par 2 mètres, c'est 3 mètres. Donc, la hauteur de filet, c'est 1 mètre. Donc, on trouve la balle, elle était à une hauteur de 3 mètres qui est supérieure à la hauteur de filet. Donc, elle va passer par le filet. Donc, c'est ça. La hauteur où la balle c'est 3 mètres, la hauteur de filet c'est 1 mètre, donc il va passer au-dessus de filet. Question 4. Le joueur 2 est de l'autre côté de filet. Elle tend sa raquette verticalement pour essayer de toucher la balle. Donc elle essaie de toucher la balle. Le tamis de sa raquette est alors situé à une hauteur de 2,3 mètres. Donc, la raquette elle est à une hauteur de 2,3. Z est égal à 2,3 mètres. À quelle distance de filet le joueur 2 doit-elle se placer? Donc, de même, on va résoudre l'équation Z est égal à, en fonction de X, à cette hauteur-là. Donc, Z est égal à 2,3 mètres pour trouver X, où il va se trouver le deuxième joueur par rapport au premier joueur. Donc, cette équation-là, donc l'équation Z est égale à 2,3 mètres. On trouve cette équation-là, donc c'est une équation de deuxième ordre avec un seul variable, X. Donc, delta de cette
cette équation-là, c'est 3 moins 4 fois cette quantité-là fois 2. Donc, il est positif. Donc, il y a deux solutions. La première solution, c'est 1,4 mètres. 1,4 mètres, elle se trouve dans la première cour de premier joueur. Donc, elle ne convient pas. Donc, elle se trouve dans le terrain de premier joueur. Alors, on va voir la deuxième, x est égal à 7,5 mètres. Donc, elle va se trouver à 7,5 mètres de premier joueur. Donc, c'est on soustrait 2 mètres qui séparent le premier joueur de filet. Donc, le deuxième joueur se trouve à 5,5 mètres de filet dans la deuxième cour. Question 5. Si le joueur 2 se trouve à une distance de 4 mètres de filet, est-ce qu'il peut intercepter la balle? L'orbital réussi. Donc, elle se trouve à 4 mètres de filet. Donc, elle se trouve à 6 mètres de premier joueur. Donc, on va calculer dans ce cas-là. Donc, on va résoudre l'équation z est égal à 0. Donc, lorsque la balle frappe la terre, z est égal à 0. On va comparer ces distances-là. Donc, on a l'aube, il est réussi lorsque z est égal à 0. Avec x, elle est inférieure à d1 plus 2 mètres. Dans ce cas-là, c'est 12. Ce n'est pas d1, mais c'est la longueur de la cour. Donc, cette longueur-là, c'est 12 mètres. Donc, il est réussi lorsqu'elle ne dépasse pas le fond de la cour. Le fond de la cour, il se trouve à 12 mètres, plus la distance de mètres qui sépare le filet de premier joueur. Donc, c'est 12 plus 2 mètres, c'est 14 mètres. Donc, on va résoudre l'équation. Cette équation-là, z est égal à 0. Donc, la balle atterrit à x est égal à 9 mètres de joueur 1. Quand on x, dans ce cas-là, c'est 9 mètres. Donc, c'est 9 moins 2, c'est 7 mètres de filet. Donc, la balle est interceptée par le joueur 2. Donc, elle se trouve, le deuxième joueur, elle se trouve à 4 mètres, qui est inférieur à 7 mètres où il sera atterri la balle. Donc, il sera intercepté par le deuxième joueur. Question 6. Caractériser le vecteur vitesse de la balle lors de son impact sur le sol. Donc, on a déjà calculé Vx, c'est V0 cosinus alpha, on remplace la vitesse, donc c'est 36 km/h. Donc, dans tous les calculs, il doit être transformé en unité de système international, c'est le mètre par seconde. Donc, on va remplacer le kilomètre, c'est 10 à la puissance 3 mètres, et on va diviser par l'heure, c'est 3600, on trouve c'est d mètres par seconde. Donc, c'est 10 fois cosinus 60 degrés est égal à 5 mètres par seconde. Vz, de même si on remplace, on trouve c'est moins 9 mètres par seconde. Donc, la vitesse totale, c'est la racine carrée de somme des carrés des composantes. Donc, c'est 10,3 mètres par seconde. Et l'angle que fait cet angle, c'est l'arc tangente de Vz sur V. 9 sur 10,3, on trouve, c'est 61 degrés. Exercice 6. On considère un corps C de masse M que l'on assimilera à une masse ponctuelle. Donc, on l'assimile à un point matériel de masse M. On l'abandonne à un instant donné.
et sans vitesse initiale à l'extrémité A d'un plan incliné AB, faisant un angle alpha avec le plan horizontal passant par B. On donne M 100 grammes, alpha 30 degrés et G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Calculez l'intensité de la force de réaction N que subit le corps C de la part de plan incliné. On néglige le frottement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de frottement, donc la force appliquée par le plan, elle est normale. Alors, s'il y a des frottements, la force appliquée par le plan sera inclinée dans le sens opposé au mouvement de ce corps-là. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de frottement, donc la vitesse, plutôt la force appliquée par le plan, elle est normale. Donc, dans ce cas-là, on va voir les forces qui sont appliquées sur le corps. Donc, il y a son poids qui est dirigé dans le sens opposé à l'axe des Z. Et on a N et on a l'accélération qui est de sens de A vers B. Donc, pour le calcul de ces forces-là, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc, la somme des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération. Donc, les forces qui sont appliquées, c'est N et P. N plus P est égal à MA. Donc, on va faire les projections pour calculer ces composantes-là, soit l'accélération, soit N. Pour le calcul de N, on va faire la projection dans le sens des N. Donc, N, elle est dans le sens positif. Donc, on va faire la projection de P, de poids. Donc, c'est mg cosinus alpha pour l'avoir sur l'axe portant N. Donc, c'est N moins G cosinus alpha. Donc, N est égal à mg cosinus alpha. Donc, par application numérique, c'est 0,85 newton. La deuxième question, le temps T que met le corps C pour, partant de A, atteindre B au bas de plan incliné. Dans ce cas-là, on va calculer l'accélération et déterminer l'équation horaire de ce corps C. Donc, à partir toujours de la projection sur l'axe AB, donc, et N, elle est perpendiculaire à AB, donc sa composante suivante AB, c'est 0. La composante de poids sur AB, elle est dans le sens positif vers AB, de même que l'accélération, c'est mg fois sinus alpha est égal à la masse fois l'accélération. Donc l'accélération sera égale à g fois sinus alpha. Et puisque l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, on va déterminer la vitesse par intégration entre le point A et B, avec plutôt entre le point A et un point entre A et B. Au point A, t est égal à 0, la vitesse est égale à 0, puisqu'il est lâché son vitesse initiale, et xa est égal à 0. Avec x, c'est de A jusqu'à B. Donc un point quelconque entre A et B, avec le temps c'est t, v et x. Si on intègre, on trouve v est égal à l'intégrale de g sinus alpha dt entre 0 et t. Donc c'est g sinus alpha t. Et de même, la vitesse est égale à la dérivée par rapport de x par rapport au temps. Donc on trouve que dx c'est g sinus alpha t dt. Si on intègre de même. Donc la primitive c'est t au carré sur 2 entre 0 et t. Donc entre A et un point quelconque ici, de temps t. On trouve que x est égal à 1 demi g sinus alpha t au carré. Donc dans ce cas-là, t sera égal à 2 fois x sur g sinus alpha. Donc si on veut le temps au point B, on a la distance AB, donc c'est x, 2 fois x,
on remplace x dans ce cas-là par la distance entre A et B. Cette distance-là, c'est 1 mètre. Donc, entre A et B, c'est 1 mètre. On remplace, on aura le temps où elle passe au point B avec l'origine des temps, c'est le point A, c'est 0,64 secondes. La question 3, la valeur numérique de sa vitesse quand elle arrive en B. Donc on a V égale à G sinus alpha fois T. Donc au point B, on va remplacer par TB. Donc VB égale à G sinus alpha TB. On remplace TB qui est 0,64. On trouve c'est 3,14 mètres par seconde.